Charles Sana, bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour démarrer notre échange de ce soir, nous allons prendre tout d'abord la direction des États-Unis et plus précisément l'élection américaine qui est loin d'être finie. Il faut attendre plus précisément le 14 décembre le vote des grands électeurs. Donald Trump dit qu'il quittera la Maison-Blanche si le collège électoral vote pour Joe Biden, sans toutefois reconnaître sa défaite. Une phrase que j'ai retenue de son discours du 26 novembre. Il va se passer beaucoup de choses d'ici le 20 janvier. Quel est votre regard, Charles Sana, sur cette élection qui n'en finit plus? À quoi faut-il s'attendre dans les semaines à venir? Alors, à quoi faut-il s'attendre? Je ne sais pas, mais a priori, effectivement, un certain nombre de surprises. Ce qui est évident, alors, les médias français, de manière générale, ils ont emboîté le pas des médias américains qui ont décrété que Joe Biden était élu. Alors, est-ce que Joe Biden est élu? Non, il n'est pas élu. Il sera élu effectivement par les grands électeurs ou par des représentants, puisque les États peuvent aussi nommer des représentants dans le cadre d'une autre procédure, ou alors encore par la Cour suprême si jamais il y avait d'autres types encore de procédures judiciaires qui devaient amener tout ça jusqu'à la Cour suprême. Donc, en réalité, il y a plusieurs moyens pour élire Joe Biden ou réélire Donald Trump. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est confronté à une situation qui est assez inédite où on peut raisonnablement penser qu'il y a effectivement eu des fraudes assez massives. On peut effectivement penser que les équipes de Trump vont avoir les moyens de démontrer l'existence de ces fraudes massives. Et en fait, la question qui se pose au bout du compte, c'est est-ce qu'ils vont être capables de démontrer que les fraudes ont été suffisamment massives pour altérer la sincérité du scrutin? En clair, si dans un comté, il y a un bourrage d'urne pour 500 voix sur 200 millions d'Américains, ça remet pas en cause l'élection de Joe Biden. C'est pas statistiquement significatif. En revanche, si jamais, évidemment, cette fraude, elle est vraiment massive et qu'ils arrivent à démontrer, à prouver qu'on parle en millions de votes volés, annulés, cachés, rajoutés, peu importe, là, effectivement, on est sur une fraude massive. Et si on est sur une fraude massive, normalement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui triche dans ce genre de sport, il y a une disqualification. Et donc, on pourrait se retrouver avec non pas tant Trump qui serait réélu que Joe Biden qui serait disqualifié. Et en tout cas, c'est ce que tentent de jouer les équipes de Trump et Donald Trump lui-même. Est-ce qu'il va réussir ou pas réussir? Je suis bien trop loin et bien trop méconnaisseur du système judiciaire américain pour avoir un avis extrêmement pointu. Simplement, en tant qu'observateur éloigné, je vois simplement une immense motivation de la part de Donald Trump. Il ne lâche rien. Il n'a pas du tout l'air convaincu de devoir concéder quoi que ce soit, et d'ailleurs, il ne concède rien, il le dit, il l'écrit, à tel point que on a eu deux papiers, le premier dans France ce soir, un article assez exceptionnel, je vous invite à tous taper dans votre moteur de recherche préféré, France ce soir, donc le journal, qui est Sidney Powell. C'est la première fois que je vois un article écrit par un média français, qui est un article remarquable, passionnant, qui permet d'avoir un autre son de cloche sur la réalité des élections américaines et qui très clairement explique que Sidney Powell est une excellente avocate, l'une peut-être des plus brillantes avocates, et qu'a priori elle a beaucoup d'éléments et qu'a priori elle va rien lâcher, qu'a priori ça va aller jusqu'à la Cour suprême et qu'à la Cour suprême rien ne dit que Joe Biden pourra être élu effectivement si la triche a été prouvée. Et je rappelle au passage que Joe Biden, dans une interview absolument surréaliste, explique, et c'est pas du tout un lapsus, il explique qu'il a mis en place et organisé le système de fraude électorale le plus massif et le plus sophistiqué de l'histoire du monde, quoi. Et donc pourquoi je vous dis que c'est pas un lapsus? Parce que un lapsus, c'est généralement, vous reprendrez tous les lapsus qu'il y a en politique, c'est jamais un lapsus sur une phrase entière. Le lapsus, il est sur un mot, il est sur une inversion de syllabe,
il est sur l'utilisation du mauvais mot. Le type voulait dire évidemment genre je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis, je suis complètement coupable. Oups, je voulais dire innocent. Voilà. Donc on se trompe évidemment sur un mot et le lapsus il est révélateur dans le sens où on voulait dire qu'on était innocent mais on dit quand même qu'on est coupable. Bon, et donc ça fait rire tout le monde, ou on fait une inversion de syllabes ou ce genre de choses. On ne fait jamais un lapsus sur une phrase entière en vous expliquant que j'ai mis au point le système de fraude électorale le plus abouti au monde. D'ailleurs, j'ai été aidé par Pierre, Paul, Jacques et Jean. Là, en l'occurrence, j'ai été aidé par Barack Obama, Hillary Clinton, etc. Et donc, on a mis le truc. Bon. Et donc ça, évidemment, ça va ressortir, ça va être utilisé, ça va être mis en avant et devant la Cour suprême, et ça peut tout à fait poser des problèmes importants à Joe Biden. Et un deuxième article qui est celui du Point, où le Point a dit Donald Trump ne laissera rien tomber, quoi. Voilà, hein, Donald Trump va aller jusqu'au bout, et donc c'est la première fois que on sort du narratif où on explique que Trump reconnaît, avance vers la reconnaissance, il accepte petit à petit la défaite, etc., etc. Donc ça, c'était le narratif qui a duré pendant 15 jours. Et là, on commence à sortir de ce narratif parce qu'effectivement, il va devenir intenable dans les jours qui viennent. Et la tension va terriblement monter jusqu'à être paroxystique avant le 14 décembre. Et le 14 décembre, c'est dans 15 jours, quoi. On a un pays complètement divisé. Imaginons si l'un comme l'autre, Joe Biden, Donald Trump, ne veulent rien céder. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer ce que c'était mon dernier dossier stratégie. J'avais écrit et que j'ai la couverture, c'est la seconde révolution américaine. Ouais, c'est-à-dire que le worst case scénario, puisqu'on parle des États-Unis, donc le cas le pire ou le scénario du pire, c'est celui que vous décrivez, c'est-à-dire qu'effectivement aucun des deux ne veut céder. Donc, vous avez un président à la Maison-Blanche, vous avez un président élect qui a son bureau ailleurs, et vous vous retrouvez avec deux présidents, un fauteuil pour deux. Voilà, c'est un fauteuil pour deux, personne ne cède, et éventuellement, on se tape dessus dans les rues. Je pense pas que Trump, et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit, si Joe Biden est élu le 14, je quitterai la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'il va, je pense que Trump, contrairement à ce que tout le monde dit, est en dehors de quelques outrances et de quelques saillies qui sont politiquement tellement incorrectes qu'elles dérangent énormément l'establishment, mais il n'est pas si outrancier que ça. Hein. Je ne crois pas que Donald Trump occupera de force la Maison-Blanche si jamais Joe Biden est élu. Je crois qu'il respectera les institutions américaines. Et d'ailleurs, il a tout intérêt à respecter l'esprit et la lettre des institutions américaines. Et aujourd'hui, il se bat dans l'esprit et dans la lettre des institutions américaines. Et il va démontrer ou pas, hein, moi je suis pas dans le secret des dieux, mais il va démontrer ou pas que la fraude a été massive. Il se fait débouter dans un certain nombre de petites instances, ce dont tout le monde se fiche complètement, puisque de toute manière, pour pouvoir aller dans la plus haute juridiction qui est la Cour suprême, il faut avoir épuisé tous les appels. Hein. Donc c'est un petit peu, pour faire une analogie, c'est le même fonctionnement qu'en France. Je vais au tribunal, puis une fois que je suis allé au tribunal, le tribunal me donne tort, je fais appel, je vais à la cour d'appel me donne tort, je lâcherai rien, je vais à la cour de cassation, la cour de cassation me donne tort, je saisis le Conseil d'État, le Conseil d'État me donne tort, puisque je suis en train de lutter par exemple contre l'État français, ou je veux faire condamner l'État français, et à ce moment-là, une fois que j'ai épuisé tous les recours dans ma juridiction, dans mon État, qui est l'État français, et si vous faites l'analogie dans le Michigan, dans le Wisconsin, en Géorgie, et à ce moment-là, vous pouvez saisir la Cour suprême des États-Unis, et donc nous, ça serait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Et donc pour pouvoir faire ça, dans un État fédéral, pour pouvoir arriver à l'idée de notion de Cour suprême, de justice en dernier ressort, vous devez avoir épuisé tous les recours dans vos États,
et qu'ils vous aient tous donné tort. Et à partir de ce moment-là, évidemment, vous êtes fondé à saisir la Cour suprême aux États-Unis. Donc, de toute manière, quand vous avez dans les articles de presse Trump encore débouté, Trump encore débouté, Trump encore débouté, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque ça va évidemment pas se jouer au niveau du premier tribunal de Pennsylvanie, de l'équivalent de leur tribunal d'instance, si vous voulez. C'est pas eux qui vont décider de l'avenir ou pas de l'élection américaine et de Joe Biden. Vous imaginez les pressions que peuvent recevoir ces magistrats-là. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, évidemment, ça va remonter comme ça. Et donc, si on met les choses en perspective, c'est comme ça qu'elles vont se passer. Alors, est-ce que la Cour suprême pourrait être saisie avant le 14 décembre? Je sais pas. Et est-ce que la Cour suprême va dire stop, on suspend la réunion des grands électeurs du 14 décembre parce que il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement inquiétants et qu'on doit vérifier avant. On n'est pas à 4 jours près ou 10 jours près ou 15 jours près pour désigner le président élect. On va vérifier que tout ça a bien respecté la loi, les constitutions, etc. Alors dans cette deuxième partie de l'entretien, on va revenir en France et plus précisément sur la situation sanitaire. Après les annonces d'Emmanuel Macron, sans surprise, les bars et restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier minimum. Un coup dur supplémentaire pour le secteur selon les dernières estimations. D'ici la fin de l'année, plus de 30 000 bars et restaurants pourraient être définitivement fermés et plus de 220 000 personnes pourraient perdre leur emploi. Charles Sana, c'est une catastrophe pour tout le secteur, ça va être très compliqué pour eux. C'est juste une catastrophe absolue. C'est-à-dire que c'est une catastrophe absolue économique, c'est une catastrophe humaine encore plus absolue. Parce que si vous voulez, à la limite, je vais pas dire l'économie, on s'en fout. Si, je parle d'économie à longueur de journée, c'est ma passion, mais l'économie, c'est de l'intendance. L'économie, c'est de l'intendance. Et l'économie, même quand on a une guerre, même quand tout est par terre, l'économie, ça repart à un moment donné ou à un autre. Donc, ça reste de l'intendance. Mais cette intendance, elle est assurée par des gens. Elle est assurée par des femmes et par des hommes. Et le drame humain, là, en revanche, il est considérable et il est encore plus inquiétant parce que pour les restaurateurs, pour les gens qui ont des bars, c'est généralement l'investissement de toute une vie. C'est soit un investissement qui a été fait récemment, et c'est un investissement de toute une vie qu'ils vont rembourser sur les 20 ou 30 prochaines années. Donc, c'est l'investissement de toute une vie. Ou soit ils sont au milieu et voilà, soit ils arrivent à la fin et ils sont en train de tout perdre de l'investissement de toute une vie. Donc, c'est un drame humain qui est absolu. Donc ça, ce sont pour les propriétaires, et évidemment pour leurs salariés. Et je rappelle que la restauration, les bars-restaurants, c'est énormément de petits boulots. Et donc vous avez des gens à temps plein, évidemment, mais vous avez aussi énormément d'extras. Et vous avez énormément de jeunes, d'étudiants, par exemple, qui vont payer leurs études parce qu'ils vont pouvoir travailler vendredi, samedi, dimanche dans un bar et faire 20 heures de boulot le week-end. Et donc, ils vont réussir à financer leurs études de cette manière-là. C'est pas un hasard si aujourd'hui, vous avez énormément les Restos du Cœur, par exemple, qui ont été sollicités pour des colis alimentaires pour les étudiants. C'est un phénomène majeur, en fait. Donc, on occulte ça, mais la précarité étudiante, par exemple, elle a fait un bond considérable avec la fermeture des magasins non essentiels où vous avez énormément, pareil, de jeunes qui peuvent avoir un petit boulot en extra de vendeurs, de vendeuses. Voilà, on a beaucoup de jeunes femmes qui peuvent faire des extras, par exemple, dans des magasins de fringues. Vous avez énormément d'étudiantes qui peuvent bosser là-dedans. Dans la restauration, c'est pareil. Vous avez énormément barman, barmaid, etc. Donc, tout ça, ça pose de vrais soucis au-delà même du secteur, c'est-à-dire que on voit que ça va même impacter la stabilité financière des étudiants français, par exemple. Donc, c'est une catastrophe absolue. Selon les estimations, ça va entre 30 et 75% de faillite. Donc, 30%, c'est l'estimation basse. La plus basse, c'est 30% minimum. Et l'estimation la plus haute, c'est entre 75 et 80% qui mettront la clé sous la porte d'ici 2022. C'est
dramatique. Voilà. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez sur les entre 200 et 250 000 postes qui pourraient être supprimés. Ça veut dire qu'évidemment, il faut les soutenir massivement. Et beaucoup plus massivement que ce qu'on fait aujourd'hui. En plus, c'est pas dit qu'ils puissent réouvrir si rapidement, ou aussi rapidement que ce qui a été annoncé, ce qui paraît déjà très très long. Mais compte tenu de la dynamique de ce que nous vivons aujourd'hui, j'émets un énorme bémol. On va sans doute en discuter de manière plus approfondie, mais ouais, je pense que ça risque d'être fermé beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui. Au-delà de l'aspect économique, les restaurants et les bars sont l'un des éléments de culture et de tradition française qui fondent aussi notre histoire et notre renommée. C'est tout un secteur qui est complètement en train de disparaître et une partie de notre histoire. Charles Sana, la France, sans ses lieux de vie que sont les bars et les restaurants, n'est plus la France. Je sais pas si on n'est plus vraiment la France, mais en tout cas, on a perdu l'un de nos lieux importants d'échange, de partage, de sociabilisation et de plaisir. C'est le restaurant, le bar, aller prendre un pot, aller dîner au restaurant. Ce sont des moments conviviaux, ce sont des moments d'humanité, ce sont des moments de plaisir. Donc, si vous voulez, au-delà de la francitude, si vous voulez, du sujet, je crois qu'on a un sujet fondamentalement beaucoup plus psychologique avant même ça. C'est-à-dire qu'il ça engendre une vraie détresse chez les gens. C'est-à-dire nous sommes des animaux profondément sociaux. Nous avons besoin de liens. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous par Internet, c'est très chouette, mais ça remplace pas le fait d'être ensemble, de partager un moment ensemble, de boire un café physiquement ensemble, de boire une bière ensemble, de partager un bon repas ensemble et de se dire mais qu'est-ce qu'on a bien mangé, qu'est-ce que c'était bon. Bon voilà. Et puis moi je suis un grand amateur de bons restos, donc j'adore manger. Mange un peu trop, vous direz ma femme, mais voilà. Donc, si vous voulez, c'est évidemment en termes de plaisir quelque chose qui manque, et ça manque cruellement, et ça a un impact psychologique qui est majeur en fait, qui est très important et qui est massif sur l'ensemble des Français. Vous avez la même chose avec la disparition des associations sportives. C'est très déstabilisant pour les jeunes et les moins jeunes. Mais vous prenez tous nos gamins, nos ados, nos jeunes, le fait qu'ils ne puissent pas faire de sport, qu'ils ne puissent pas se retrouver au club de foot, qu'ils puissent pas faire leur compétition avec les copains, eh ben pour eux, il y a vraiment quelque chose qui leur manque et qui leur manque cruellement. Alors, c'est largement moins grave que d'être dans les tranchées de 14 quand on avait 18 ans, c'est vrai, et vaut mieux faire la guerre contre le coronavirus que la guerre dans les tranchées de Verdun. Il n'en demeure pas moins que ça reste très déstabilisant. Voilà, ça reste très très déstabilisant psychologiquement. Après, c'est une véritable catastrophe économique pour tout le secteur. Et le jour où nous retrouverons une normalité, on peut en revanche penser que le secteur repartira. Il repartira même rapidement, à condition qu'on permette aux exploitants de déposer le bilan, d'apurer les dettes et de repartir. Et ça va être la manière dont on va traiter les faillites, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous êtes restaurateur, vous avez investi tous vos sous, toute votre vie, toute votre énergie, vous avez toujours bien fait votre métier. Votre restaurant, il gagnait pas des 100 et des 1000, mais il était bien à l'équilibre, il payait les collaborateurs, le patron, le gérant, etc. Et puis arrive le coronavirus. Boum, patatras, pendant 2 ans, vous pouvez pas travailler, vous êtes évidemment en faillite. Vous déposez le bilan. Votre restaurant, virtuellement, il vaut 0. Il y a 70% des restaurants qui ont déposé le bilan. Donc, autant vous dire que vous avez un afflux sur le marché de bars et de restaurants. Donc, le fonds de commerce, la valeur du fonds de commerce bar-restaurant s'effondre. Donc, votre établissement, vous avez payé 500 000 euros, je vous le rachète à la casse 50 000. Et donc, évidemment, vous êtes ruiné. Donc,
la question clé va être, est-ce que je laisse Charles racheter le restaurant à la case de Michael à 50 000 euros alors qu'il en vaut 500 000 à la barre du tribunal, ou est-ce que, alors ça c'est le business, faire ça c'est laisser faire le marché, ou alors est-ce que je dis non, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, les restaurateurs, les patrons n'ont pas fauté, c'est moi l'État qui ai exigé d'eux qu'ils ferment, donc c'est moi qui ai provoqué leur faillite, et donc je leur permets non pas d'être rachetés, mais je leur permets de se racheter. Alors, la loi a été modifiée et permet maintenant au propre patron de se racheter lui-même s'il n'y a pas eu de malhonnêteté, justement. Ça, c'est important. Donc, c'est au tribunal d'apprécier qu'il n'y ait pas eu de malhonnêteté, donc de faute. Donc, typiquement, avec le cas du coronavirus, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de faute. Et donc, dans ce cas-là, a priori, les patrons devraient, en tout cas, il existe maintenant une possibilité juridique et légale de se racheter soi-même à la barre et donc d'apurer comme ça complètement son passif. Si ça se produit massivement, alors notre secteur des bars et restaurants pourra repartir. Si ça se passe pas comme ça, on aura énormément de faillites, les gens ne pourront pas repartir et de toute façon, il n'y aura pas suffisamment d'acheteurs en face pour faire repartir massivement le secteur de manière rapide. Il y a un sujet que je souhaite aborder avec vous, le droit privé. Disons les choses clairement, le droit privé, ce n'est que mon avis, et on va en débattre ensemble, n'existe plus. Vous avez une entreprise, vous avez un commerce, vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur, et j'en fais partie, c'est fini. Votre patron, aujourd'hui, c'est l'État. L'État qui décide si tu as le droit de vivre, les commerces essentiels, et si tu as le droit de mourir, les commerces non essentiels. Charles Sana, il y a comme un parfum d'Union soviétique dans ce gouvernement. Oui, complètement. Présenté comme ça, effectivement, on est en union des républiques socialistes et soviétiques et on est à la belle époque. Alors après, je crois qu'il faut avoir une vision sans doute un tout petit peu plus nuancée que ça, si je peux me permettre. Alors effectivement, déjà, de façon générale et en dehors même de la pandémie, donc je crois qu'il faut, en tout cas, je me permets de poser la réflexion sur hors pandémie et pendant la pandémie. Donc hors pandémie, déjà, alors tous les entrepreneurs savent qu'ils doivent ce qu'on appelle désigner le bénéficiaire effectif de leur activité. C'est-à-dire que quelle est la personne, quelles sont les personnes qui prennent les sous de l'activité X ou Y. Donc à chaque fois qu'il y a une entreprise, il y a des bénéficiaires effectifs et donc on doit dire à l'État tous les ans, on remplit les papiers, qui est le bénéficiaire effectif. Alors moi effectivement, celui qui prend le plus d'argent, moi dans ma petite société, c'est pas moi, pourtant c'est la mienne, mais c'est l'État. Donc l'État il prend 80% de tout ce que je gagne. Donc, moi, j'ai envie de dire à chaque fois, à tous les ans, désigner le bénéficiaire effectif et dire, Bercy, donc quai de Bercy, État français, quoi. C'est lui le bénéficiaire effectif. Moi, je travaille, lui, il encaisse. Et quand je travaille vraiment très, 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 très bien, il encaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je travaille pas bien, il encaisse quand même beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis complètement dans la merde parce que je dois payer. Et donc, aujourd'hui, par exemple, vous avez un énorme problème pour tous les gens qui sont ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, qui continuent à payer leur RSI, leur charge sociale par rapport à un niveau d'activité de l'année N-2. Et donc, ils ont évidemment pas du tout le volume d'activité. Donc, ça génère des effets ciseaux absolument redoutables. Les charges, elles sont constantes. Et puis, le chiffre d'affaires, lui, il s'effondre. Et donc, on peut pas payer la différence. C'est dramatique. Donc, voilà. Donc déjà, hors pandémie, on a effectivement un véritable sujet de pression fiscale, non pas sur les grands groupes, parce que alors, les grands groupes du CAC 40, en gros, ils sont imposés à 8%. Donc évidemment, c'est pas les grands profits du CAC 40, ce sont les petits profits de tous les petits patrons qui font, petits patrons, commerçants, artisans, etc., qui emploient entre 0, c'est-à-dire eux-mêmes, et 10 ou 15 personnes. Vous n'êtes pas dans le grand capital là, d'accord ? Vous êtes dans le petit capital qui d'ailleurs délocalise pas, a son activité ici, maintenant, avec des gens d'ici et fait tourner le commerce d'ici. Et donc fait manger les gens d'ici. Et
Et celui-là, ce petit capital-là, ce petit patronat-là, il est évidemment assassiné consciencieusement, à peu près systématiquement par énormément d'impôts. Et ça, c'est en dehors même de toute notion de Covid ou pas Covid. Après, vous avez pendant la pandémie. Alors pendant la pandémie, il se pose quand même un vrai sujet autour des aspects sanitaires. Alors évidemment, les aspects sanitaires, on est censé définir quels sont les lieux où on se contamine ou les lieux où on s'infecte le plus. Et donc, si on était dans un pays qui était bien organisé, transparent, démocratique, et où régnerait une confiance mutuelle collective et une réelle harmonie, eh ben on discuterait entre gens très sérieux. Et puis on dirait, voilà, bon bah écoutez, on prendrait le professeur Raoult, on prendrait quelques blogueurs émérites, on prendrait des gens qui sont pas inféodés ni à droite ni à gauche, on prendrait quelques présidents d'Assemblée nationale, on prendrait des gens de l'opposition. Bon voilà, on ferait un petit shaker de tout ça, on mettrait tout ça autour de la table avec des caméras partout pour que toute la population puisse suivre les débats et les échanges. Et puis, on dirait, bah voilà, selon les dernières études scientifiques, quand on est dehors, le taux d'infection est marginal. Bon, ok. Donc, on pourrait penser qu'on peut retirer les masques dehors. Oui, là où il n'y a pas trop de monde, on pourrait, par exemple, penser retirer les masques. Ok, bon, bah, alors là où il y a beaucoup de monde, on met les masques. Et puis là où il n'y a pas beaucoup de monde, on les retire. Ok, bon. Et puis, ça serait acceptable parce que de bon sens. Puis après, on pourrait dire, bon, il y a vraiment des endroits où, a priori, les études scientifiques démontrent sans ambiguïté que ce sont des hauts lieux d'infection. Si je suis dans un vestiaire de piscine à l'école, s'il y a un gamin malade, dans la promiscuité, la moiteur de la piscine, etc., j'ai plein de gamins malades. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut apprendre à nager aux gamins, quoi. Par exemple. Mais je ne sais pas si c'est ça, hein, c'est un exemple. De la même manière, si on considère que dans les restaurants, par exemple, c'est très très problématique parce qu'évidemment pour manger on est obligé de retirer les masques et qu'on dit voilà ferme les restaurants parce que c'est Pareto et que 20% de l'activité génère 80% des infections et donc il faut qu'on ferme les bars et les restaurants et on va les fermer très longtemps. Mais en revanche, pas de problème pour nos patrons, nos employés, on prend tout en charge. On prend tout en charge parce qu'en fait, on veut fermer que ça et ça va coûter moins cher et ça coûterait beaucoup moins cher à la collectivité d'avoir un confinement ciblé sur les lieux d'infection plutôt que d'avoir un confinement général où on ferme tous les commerces non essentiels. Mais quand je rentre chez mon libraire, chez mon fleuriste ou n'importe quoi, que je suis masqué, que le fleuriste est masqué, que... Ouais, ok. Ou alors, ça veut dire que les masques ne servent à rien. Alors, s'ils servent à rien, ne les portons pas. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut absolument démêler. C'est dans tout ça qu'il faut ramener de la raison, de la science, du scientifique, du débat, de la démocratie, de la vérité, parce qu'on nous raconte quand même juste tout et n'importe quoi, et que aujourd'hui, c'est ça qu'on paye. On paye toutes ces incohérences-là. Moi, je peux pas comprendre qu'on ferme les restaurants, mais que mes gamins, ils aillent à la cantine. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre qu'on ferme un restaurant où des adultes peuvent appliquer plein de gestes barrières, de procédures, de machin, de trucs, une distanciation, etc., et qu'on laisse la cantine scolaire ouverte avec une promiscuité terrible. Et moi, dans l'établissement où sont mes gamins, il y a eu un cluster il y a quelques semaines. Évidemment, l'infection a eu lieu et la transmission a eu lieu à la cantine. Et l'ARS a fait sa remontée, son enquête, etc. Et donc, tous les gamins cas contact ont été évidemment mis en quarantaine. Mais tous les gamins cas contact étaient des cas contact de la cantine. Ce qui est hyper logique par rapport à ce qu'on peut comprendre a priori des lieux d'infection. Donc, soit on a une logique comme ça, on est capable de l'expliquer, on est capable de la rendre discriminante et dire, OK, ça, c'est très dangereux. La salle de fitness, c'est très dangereux. La salle de laser game où on se court après dans un endroit clos fermé et où on tousse, on crache, parce on court, etc. C'est très dangereux. Et ça, on ferme et on indemnise les gens. On prend en charge leur loyer, on prend en charge leurs dépenses, on suspend toutes leurs charges, on verra plus tard, on leur
sauvent le business, on leur permet de vivre. Et c'est juste, et ce sera acceptable et accepté. Mais à ce moment-là, tout ce qui peut fonctionner doit fonctionner. Et donc, on doit avoir un confinement. En fait, il faut sortir du mot confinement, il faut sortir de la logique de l'attestation pour rentrer dans une logique non plus de coercition, mais dans une logique de dialogue et de compréhension, en disant ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ça on peut faire, ça on peut pas faire. Voilà pourquoi c'est dangereux, voilà pourquoi c'est pas dangereux, voilà combien ça coûte de supprimer ça, voilà quel est le gain, etc., etc. Et normalement, on devrait avoir cette démarche discriminante. C'est d'ailleurs la démarche des Allemands. Les Allemands, ils n'ont pas fermé les commerces non essentiels. Tout est ouvert en Allemagne. En revanche, ils ont fermé les bars et les restos. Ils ont fermé les salles de sport. Mais c'est pragmatique. Et le confinement en Allemagne, ça va coûter beaucoup moins cher que le confinement en France. Donc là aussi, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser sur le fait, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots en disant c'est open bar quand tous les bars sont fermés, mais sur la dépense publique, c'est un peu open bar. Il n'y a pas de logique à ça. Il n'y avait aucune logique à fermer les magasins non essentiels à partir du moment où on avait des masques, des gestes barrières, du gel hydroalcoolique, etc. Et tout ça, on a. Ou alors, ça veut dire que ça sert à rien. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'on nous explique pourquoi, comment et comment on peut faire, quoi. Attention la communauté 360, si vous n'êtes pas sage à Noël, le père Macron, pendant son allocution, a brandi la carte d'un troisième confinement. Vous êtes prévenus. Charles Sana, ça serait de la folie un troisième confinement. Les gens vont devenir fous. C'est pas une question de folie, c'est qu'il est inéluctable. Donc ça sera février ou mars, mais il y aura un troisième confinement. Et vais-je oser vous parler du quatrième ? Parce que il va y avoir a priori un quatrième confinement. Sauf si nous décidons tous de nous faire piquer dans la joie, la félicité et la bonne humeur avec des vaccins qui ont été mis au point en 3 mois et dans lesquels on ne sait pas ce qu'il y a et sur lesquels on n'a quasiment pas de recul. Bon. Alors, moi, j'ai quelques lecteurs qui m'envoient un petit peu d'informations que je peux évidemment ni les nommer, ni voilà. Mais en tout cas, il m'envoie un certain nombre d'éléments, de dossiers, de papiers, etc. Bon, et aujourd'hui, on n'a pas le recul sur ces vaccins. Il ne s'agit pas d'être anti-vaccin ou pas anti-vaccin. Moi, je suis pour tout et contre rien. Donc moi, je suis pas un idéologue. Donc moi, je suis pour tout et contre rien de principe. Je suis dans l'échange, le dialogue, la discussion, la conviction. On cherche, on essaye de comprendre. Et puis, avec sagesse et pondération, on va essayer de prendre la moins mauvaise des décisions, la meilleure des décisions. Puis surtout, on va prendre le temps d'expliquer pourquoi et d'échanger pour être sûr de susciter de l'adhésion. Donc voilà, moi, je suis dans cet état d'esprit. Si vous prenez les vaccins, aujourd'hui, on a des vaccins dont on vous annonce l'efficacité à 95%, 97%, 99%. Qui dit mieux ? Moi, j'ai les vaccins pastis therapeutics avec l'anisette de Marseille. J'ai 150% de taux de résultat. Alors, moi, j'ai cherché ces études depuis le début de cette pandémie. Je lis à peu près toutes les études, qu'elles soient confirmées en préprint, pas confirmées, etc. Donc, je regarde un petit peu toutes les études. Je n'ai aujourd'hui trouvé aucune étude sur ces vaccins. Aucune. C'est-à-dire que ce ne sont que des communiqués qui sont réalisés par les laboratoires. Alors, vous vous rapprochez, vous regardez quel est l'échantillonnage de ces laboratoires. Si vous prenez le vaccin Pfizer, le premier vaccin Pfizer, vous êtes sur un échantillon de moins de 200 personnes. D'accord ? Donc, le taux d'efficacité 95%, c'est sur 160 personnes. Vous avez 165 personnes d'un côté, 8 de l'autre. C'est-à-dire que vous avez deux groupes. Il y a deux groupes de 15 000 personnes. D'accord ? Donc, un groupe qui reçoit un placebo et un groupe qui reçoit le candidat vaccin. Donc, 15 000 qui ne sont pas vaccinés, enfin avec un faux truc, et 15 000 qui sont vaccinés avec le vaccin. Et donc, dans le groupe des 15 000 qui ont reçu le placebo, donc qui ne sont pas vaccinés, il y a 165 personnes malades. Donc, il y a 165 personnes qui ont contracté le coronavirus. Et dans le groupe des 15 000 qui ont reçu le candidat vaccin, vous en avez que 8 qui sont tombés malades du coronavirus.
Donc, on fait un petit pourcentage, je sais pas, c'est classe de 6e, je crois, ma gamine, elle fait les pourcentages actuellement. On fait un petit exercice de maths niveau classe 6e, et on dit, bah voilà, 8 sur 165, ça fait 95% d'efficacité. Ouais, 95% d'efficacité. On veut vacciner 8 milliards de personnes sur un échantillon de 165 d'un côté, 8 de l'autre, duquel on extrapole 95% d'efficacité. C'est une aberration intellectuelle complète. Je vous dis pas que ça marche pas, ça se trouve. Après, quand tout le monde aura été malade, machin, etc., on se rendra compte qu'effectivement, il y a 95% d'efficacité. C'est génial, c'est super, ça rend personne malade, ça a sauvé la planète, youpi tralala, happy end, on est tous heureux, on peut réouvrir nos bars, nos restaurants, retourner vaquer nos occupations et reprendre notre vie comme avant. Génial, je suis pour moi, c'est pas un problème. Simplement, vous voyez bien que là, aujourd'hui, on ne prend pas la décision de vacciner 8 milliards de personnes quand il y a 165 cas d'un côté et 8 de l'autre, en disant ça fait 95% de taux de réussite. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été obtenu. Est-ce que dans le groupe, par exemple, des 15 000 où il y a eu 165 personnes de malades qui ont chopé le coronavirus, en clair, qui l'ont contracté, est-ce qu'on n'avait pas un cluster, par exemple? Imaginez, il y a un cluster à un endroit et il n'y avait pas de cluster à l'autre. Et ça se trouve, il y a peut-être 100 cas qui viennent d'un même cluster. Moi, j'ai envie de savoir d'où viennent les cas. Est-ce qu'ils sont dans le même pays, par exemple, tous ces cas-là? Et est-ce qu'à un moment donné, on avait un pic épidémique? Par exemple, sur les 165, il y a 140 cas, et ils viennent des gars qui étaient en France parce que les mecs, ils étaient dans l'Oise, dans un cluster dans l'Oise ou dans un cluster dans l'Est, parce que ils avaient tous été au truc du rassemblement des évangéliques, machin, etc. Enfin, vous voyez, donc, qu'ils en étaient proches ou machin. Donc, je sais pas, moi, quels sont les biais statistiques. Donc, évidemment, avant d'afficher des communiqués de victoire comme ça, qui sont complètement ahurissants, sauf pour les cours de bourse, ça, pour les cours de bourse, ça a extrêmement bien marché. Je pense même d'ailleurs que nous avons un vrai sujet de délit d'initié derrière. D'accord ? Je pense qu'on en reparlera un jour prochain et certain. Surveiller d'ailleurs les acquisitions des dirigeants. Ça c'est donc sachez que la SEC, l'AMF, qui sont les organes de surveillance des marchés, l'AMF, etc. Quand vous achetez des actions, vous êtes patron de votre propre entreprise et que vous achetez des actions de votre propre entreprise, vous devez le déclarer. Vous remplissez un formulaire. Donc c'est intéressant de regarder par rapport aux annonces de vaccins, qui sont les patrons et les dirigeants, actionnaires, etc., qui auront acheté massivement des actions un peu avant, ceux qui auront revendu un peu pendant, etc., etc. Ça va être très intéressant de regarder toutes ces déclarations et de les éplucher, parce que je pense qu'on va avoir des surprises assez drôles, quoi. Donc le vaccin aujourd'hui, il est complètement prématuré de dire que il va permettre la fin de la crise dans 3 mois. C'est, à mon sens, complètement prématuré. C'est-à-dire que même techniquement, on ne sait même pas si ça marche réellement. Une des personnes qui s'occupe du vaccin au niveau de la France a déclaré, alors je ne sais plus si c'est dans le quotidien du médecin, enfin dans une revue médicale, qu'on ne savait pas aujourd'hui si, quand on était vacciné, on était plus contagieux. C'est intéressant, ça. C'est une sacrée question quand même. C'est-à-dire que quand vous êtes vacciné, on peut penser qu'à priori, vous êtes un peu protégé, donc vous faites des formes moins graves. Ok, d'accord, on peut comprendre la logique. Et a priori, les premiers chiffres auraient tendance à montrer ça. En revanche, on ne sait pas du tout si aujourd'hui, quelqu'un qui est vacciné et qui contracte le coronavirus va être contagieux ou pas contagieux. C'est quand même... voilà, c'est quand même un vrai sujet, c'est une vraie question sur l'impact du vaccin après dans la dynamique épidémique ou dans la dynamique pandémique. Si tous les vaccinés continuent à être contagieux et à infecter les autres, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, c'est des vraies questions. Et à toutes ces questions-là, donc la dangerosité, les effets secondaires, le taux d'effets secondaires, le taux de mortalité des effets secondaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, officiellement, le coronavirus, c'est 0,5% de taux de mortalité.
on ferme le monde entier pour 0,5% de taux de mortalité, ce qui effectivement, objectivement, correspond à une grosse grippe. Très sévère, mais à une grosse grippe, pour lesquelles on n'a jamais confiné le monde entier. Si pour 0,5% de taux de mortalité, vous faites un vaccin qui, lui, a 1% de taux de mortalité, quel est l'intérêt de vacciner? Quel va être le rapport bénéfice-risque? Et puis, le rapport bénéfice-risque sur un gamin de 15 ans, sur un homme de 35 ans, sur un diabétique de 40 ans, sur un ancien ou un retraité de 85 ans ou sur quelqu'un qui est malade et qui est personne vulnérable, c'est évidemment pas le même. Donc, il y a énormément de questions à se poser aujourd'hui. Et moi, je suis effaré quand j'entends le débat et des hommes politiques qui arrivent à la télé, je pense notamment à Jadot. Quand Jadot arrive à la télé et dit « ouais, le vaccin doit être obligatoire », on n'est pas du tout, c'est même pas le sujet. Je veux dire, quand, vous savez, quand le sage montre la lune, le Jadot, il regarde le bout du doigt, quoi. Je veux dire, c'est surréaliste comme débat. On ne sait même pas si ce vaccin fonctionne, et on ne sait même pas si celui qui est vacciné est encore contagieux ou pas. On n'a même pas encore les réponses à ce genre de questions, qu'on est déjà en train de dire on va piquer tout le monde. Donc c'est problématique et c'est problématique scientifiquement et c'est problématique démocratiquement parlant, quoi. Là on a deux vrais sujets de fond. Scientifiquement, c'est une aberration de le faire aussi rapidement, quand bien même économiquement c'est aussi grave. Parce qu'on a bien compris que ça coûtait très très cher. Chaque mois de confinement coûte très très cher. Enfin bon, si on tue la moitié de la population avec un vaccin qui marche pas, ça va coûter aussi très 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 cher. Donc voilà, c'est tout ça, faut le mettre en perspective. Donc quand on parle du troisième confinement, il y a de fortes chances qu'effectivement il arrive. Et je pense aussi, par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur les inconnus qu'on a sur le vaccin, etc., qu'on n'est pas forcément à l'abri d'un quatrième confinement. Alors actuellement, les dépenses budgétaires explosent pour maintenir les entreprises et les emplois. La question se pose de savoir si cet argent public ne risque pas de soutenir à perte des entreprises de toute façon condamnées dès avant la crise. Voici un graphique qui s'affiche sur votre écran. Le lien du document est dans la description. On voit très clairement une explosion des entreprises zombies en France. Charles Sana, on va faire un petit rappel pour les nouveaux membres sur cette chaîne. Qu'est-ce que les entreprises zombies et que se passera-t-il quand on enlèvera la perfusion dont bénéficient actuellement ces entreprises en question? Une entreprise zombie, c'est une entreprise qui est pas viable. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a accumulé tellement de dettes que, on va dire, l'équivalent de son résultat net n'est pas suffisant pour couvrir le remboursement de la dette. Et donc, c'est une entreprise qui ne doit sa survie qu'au fait que nous sommes dans un univers de taux extrêmement bas et que non seulement nous sommes dans un univers de taux extrêmement bas, mais qu'en plus, on utilise par exemple un PGE, un prêt garanti par l'État, et donc on va mettre de la dette sur de la dette, et donc on fait de la cavalerie finalement, on rembourse les dettes avec de nouvelles dettes. Et donc, bon voilà, tant qu'on arrive à maintenir ce cycle de l'endettement, on arrive à faire croire à sa solvabilité, mais en réalité, on est une entreprise zombie, c'est une entreprise qui est déjà morte. Elle est comptablement déjà morte, elle n'a aucune viabilité financière, ça se voit parfaitement dans ses chiffres, il n'y a aucune surprise, mais tout le monde continue à la financer et donc les nouvelles dettes permettent de rembourser les anciennes et on en rajoute en plus un petit peu plus pour couvrir les pertes. Et donc en fait, c'est une forme de fuite de cavalerie avec de la fuite en avant. C'est ça une entreprise zombie. Alors, est-ce que ça coûte cher? Oui. Qu'est-ce qui va se passer quand on retire les perfusions? Elles vont toutes mourir, elles vont toutes déposer le bilan et elles vont toutes licencier massivement. Il n'y aura même pas de plan social parce que ce sera dépôt de bilan, tout le monde dehors, merci, terminé. Et de toute façon, il n'y aura pas d'argent dans les caisses pour payer quoi que ce soit en indemnité, en négociation, en machin. Donc, ça sera là ce qu'on appelle le fonds de garantie des salaires qui viendra se substituer donc avec de l'argent public après à la fin pour pouvoir payer ce qui doit être payé aux salariés ou pas. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Est-ce qu'il faut déjà condamner les entreprises zombies? Je sais pas. Est-ce qu'il faut continuer à les soutenir avec de l'argent qu'on n'a pas, mais de toute manière on dépense tellement, on n'est plus à ça près? Je sais pas.
j'ai pas de réponse, avec une certitude absolue à vous exprimer. Je sais pas. Je sais pas parce que finalement derrière, dans ces entreprises de zombies, vous avez des gens. Alors, tenir une entreprise à flot avec des gens qui travaillent dedans, même si c'est pas tout à fait rentable, ou mettre ces gens dehors et ils retrouveront rien. Alors, économiquement, il faudrait effectivement la fermer, ça c'est sûr. Humainement parlant, je sais pas si dans la période actuelle, c'est pas mieux de la laisser ouverte. Donc, si vous voulez, j'ai pas de conviction extrême ni complètement arrêtée sur le sujet. Et je crois que pareil, il faut avoir un jugement assez nuancé sur le sujet. Pas oublier derrière vous avez des écosystèmes. Donc vous pouvez avoir une entreprise zombie, mais cette entreprise zombie, elle fait vivre 200 PME qui ne sont pas zombies. Donc vous avez un écosystème que vous pouvez sauver. Vous avez des écosystèmes d'emploi, mais vous avez aussi des écosystèmes technologiques. Et donc finalement, vous avez peut-être une entreprise zombie, mais qui tire 500 PME high-tech, machin, etc., qui ont des brevets, qui ont besoin de ça pour pouvoir continuer à innover, à maintenir un savoir-faire, à maintenir de la compétence ou ce genre de choses. Je pense par exemple à l'aéronautique. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, vous avez que des entreprises zombies. Voilà, il n'y a pas un avion qui sort des chaînes de production. Tous les avions sont cloués au sol. Il y a 5000 avions de trop aujourd'hui, alors qu'on pensait qu'il en manquait 5000. On en a 5000 de trop et de surcapacité aujourd'hui. On fait quoi? On renvoie tous les ingénieurs chez eux, on leur dit arrêtez de travailler, arrêtez de maintenir le savoir-faire, arrêtez, ou alors on subventionne, on paye des entreprises zombies dans l'aéronautique. On évite un drame social. Il y a déjà un drame social, par exemple, à Toulouse, mais on évite qu'il soit complet, total. Je pense que le sujet il mérite d'être posé, en tout cas, et qu'on peut pas répondre aux entreprises zombies par un simple oui ou non. Faut les laisser fermer ou faut pas les laisser fermer. Le Normand que je suis vous dira, peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre du cas, mon brave monsieur. Et il va falloir analyser au cas par cas. Écosystème par écosystème, enjeu de secteur par secteur, etc., avant de vous forger une opinion sur le fait que telle ou telle entreprise doit effectivement être condamnée ou pas condamnée, arrêter d'être soutenue ou pas arrêter d'être soutenue. Tout en sachant que de toute façon, quand il y aura vraiment fin d'épidémie, déconfinement définitif, fin de la crise sanitaire, on rentrera dans le dur de la crise économique, puisque c'est à ce moment-là que les perfusions, effectivement, comme vous le notiez très justement, tant que l'économie est perfusée, l'économie tient. Et aujourd'hui, l'économie tient avec 100 milliards d'euros de perfusions mensuelles. On est dans un délire complètement absolu en termes de chiffres. C'est vertigineux. Quand on arrêtera cette perfusion, il va y avoir, hélas, énormément de dégâts et de morts, effectivement. Imaginons ce scénario tout à fait probable dans les semaines et les mois à venir, une accélération des faillites des entreprises qui entraînerait, Charles Sana à son tour, un affaiblissement des banques qui sont déjà dans un sale état. On peut s'attendre à des faillites bancaires, Charles Sana? On paiera. Il y a une crise bancaire, c'est super facile à éviter. Extrêmement facile à éviter. Suffit de payer, suffit de faire des chèques. Le problème, il est juste politique. C'est-à-dire que, est-ce que politiquement, en fait, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, là, on a tous en mémoire, enfin, tous ceux qui ont un petit peu suivi, les plus jeunes parmi nous, pour eux, ils nous entendent en parler, mais tous ceux qui ont un petit peu de vécu, ont vécu, pour les plus vieux, le krach de 87, la crise immobilière du début des années 90. Donc, pour les plus vieux, on sait que l'immobilier, ça ne fait pas que monter, ça peut aussi baisser, même de 50%, même dans Paris et même dans les beaux quartiers, parce que on l'a vu, de nos yeux vus. On sait que les valeurs technologiques, ça peut monter jusqu'au ciel avant de se retrouver très rapidement à terre en train de manger les racines. On sait que Lehman Brothers, une grande banque américaine, peut faire faillite et que l'immobilier aux États-Unis peut baisser de 80%.
parce qu'on l'a vu, et que quand les banques effectivement ne reçoivent plus leur remboursement de crédit, les banques font faillite, et c'est ce qui est arrivé à Lehman Brothers. Mais Lehman Brothers fait faillite pas parce que les gens et ses clients ne remboursent pas les crédits, ne remboursent plus leurs crédits. Lehman Brothers fait faillite parce que l'État américain ne soutient pas Lehman Brothers. Nuance, mais nuance fondamentale. On parlait juste avant des entreprises zombies. Les banques ne sont jamais rien d'autre que des entreprises zombies. Et vous avez deux choix. Soit vous continuez à perfuser le zombie, soit vous lui coupez la perfusion. Si vous lui coupez la perfusion, il s'effondre instantanément. Si vous lui maintenez la perfusion et que vous augmentez cette perfusion du montant des nouvelles pertes, et qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles pertes, vous injectez et que même vous remettez 10% de plus pour être sympa, vous assurez la solvabilité des banques. Aujourd'hui, nous avons un consensus européen sur le fait que c'est open bar. Navré encore une fois de cette expression, dans un contexte où les bars sont fermés, mais le guichet est ouvert. Voilà. Et donc, on paye tout ce qu'il y a à payer avec de l'argent qu'on n'a pas. Bon. Si demain il y a un problème sur les banques, ça coûtera beaucoup moins cher de filer 50 milliards à une banque. Imaginez que vous avez Crédit Agricole ou la BNP, c'est deux plus grosses banques françaises, qui se mettent à vaciller. Ils ont besoin de quoi? 20 milliards de fonds propres? Tiens, voilà, je te donne 20 milliards. J'en dépense 100 par mois. Si demain la BNP tombe, ça me coûte 1000 milliards. Il faut 20 milliards. Tiens, voilà 20 milliards. Le mois d'après, encore 20? Tiens, voilà 20. Dans cette logique-là, vous ne pouvez pas avoir de crise bancaire grave. Dans le sens faillite. Vous pouvez avoir les épargnants qui sont mis à contribution. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y aura pas de faillite de banque. On peut penser qu'il n'y aura pas de faillite de banque. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la faillite de certains épargnants. C'est encore deux sujets différents. On ne va pas tourner autour du pot sur la situation économique, licenciement, faillite, chômage. Un autre indicateur à prendre aussi en compte, l'explosion des suicides en France. On va vivre clairement des moments difficiles. Charles Sana, vous terminez souvent vos articles avec cette phrase « Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous ». D'où ma question, comment faire face à cette situation? Comment se protéger au mieux de cette situation économique? Alors, pour moi, si vous voulez, quand je conclus en disant que c'est trop tard, en fait, c'est trop tard au niveau collectif. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, on n'arrivera pas à grand-chose, en fait. Alors, quand c'est trop tard au niveau collectif, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il n'est pas trop tard et tout n'est pas perdu au niveau individuel. Et c'est le niveau individuel qui va faire la différence et qui, dans chaque crise d'ailleurs, fait la différence. Ce sont les solidarités, ce sont les comportements des gens sur le terrain, dans les régions, dans les villes, dans les villages. C'est ça qui fait la différence. C'est ces solidarités-là qui vont faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez vous préparer. Alors on se prépare comment? On se prépare pas que financièrement, hein. C'est pas juste comment je sauve mes sous et comment je sauve mon patrimoine. C'est pas que ça. C'est comment je me forme, comment je change mon lieu de vie. Est-ce que je continue? Je suis par exemple ingénieur dans les voitures et je suis spécialisé dans les motorisations diesel. Il y a quand même de fortes chances que le boulot se raréfie pour moi quand même je suis ingénieur. Donc, il faut que je me forme. Il faut que je me forme à quoi? Je sais pas. Je connais pas suffisamment les métiers d'ingénieur automobile, mais pour donner l'analogie, il faut peut-être que je me forme au moteur électrique. Faut peut-être que je prenne une année de congé sabbatique, que je parte faire un master machin truc ou une année complémentaire en électricité intégrée dans le machin, dans le bignou, dans le bidule, et donc ou dans le big data, ou j'en sais rien, ou dans les voitures autonomes avec, je rajoute une couche d'informatique, de programmation, j'en sais rien. Chaque personne d'avoir sa réflexion personnelle sur sa propre employabilité et de ne pas attendre que votre employeur vous forme pour vous garder, parce que votre employeur, il va pas vous former pour vous garder. Votre employeur, il va vous virer, en fait. D'accord? Donc, chez Airbus, pour avoir des
des lecteurs qui me racontent un petit peu ce qui s'y passe en interne, etc. Ils ont commencé par faire la liste de tous les savoir-faire critiques. D'accord ? Donc, ils ont fait la liste des savoir-faire critiques. Ça, on garde. Et puis, les savoir-faire pas critiques, bah, ça, on vire. C'est très simple. Hein. C'est pas le gars qui a pas un savoir-faire critique. Je le prends, je le caresse, je lui fais plein de câlinothérapie, plein de gros bisous, je l'envoie en formation, et puis je le garde pendant encore 2 ans. Et non, je le vire. Quand je le vire. Donc, n'attendez pas que votre employeur qui va vous licencier vous forme pour ne pas vous licencier. Il va d'abord vous licencier. Voilà. Donc, c'est à vous de vous former. C'est d'ailleurs la logique du compte personnel formation. Je rappelle que vous avez des CPF pour les salariés, donc les comptes personnels formation, et que ces comptes personnels formation, c'est un budget qui vous appartient. C'est pas un budget qui appartient à votre employeur, c'est un budget qui vous appartient. C'est un nombre de jours de forme, un montant que vous pouvez investir et dépenser. Et ben, dépenser ce montant, voire même rajouter des sous s'il faut, pour développer et sécuriser votre employabilité et votre valeur. Ça, c'est une manière très importante de se préparer par rapport à ce qui arrive et par rapport à une crise économique. C'est le premier élément. Le deuxième élément, crise égale opportunité. C'est terrible, c'est horrible, c'est abject. Vous êtes sans foi ni loi. C'est pas ça, c'est pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je vous parlais tout à l'heure des restaurateurs. Évidemment, il y en a qui pourront peut-être se racheter à la barre, peut-être pas, j'en sais rien. Mais il y en aura certainement qui pourront pas, qui auront plus la force, qui voudront pas. Vous parlez de suicide, bon. Donc il y aura des cas malheureux, des cas très tristes, mais il y aura des bars et des restaurants à reprendre. Crise égale opportunité. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller prendre des bars ou des restaurants. Moi, je suis pas restaurateur. Je sais pas faire la cuisine. C'est pas mon métier. Mais je vous dis, crise égale opportunité. Donc, comment on se prépare ? On se prépare également en observant, en analysant pour, dans les crises, être capable de détecter les opportunités. Et là, je vous en donne une qui est extrême. C'est volontairement que je vous donne cet exemple-là. Mais si vous avez 70% des restaurants et des bars qui font faillite, vous imaginez bien, encore une fois, que le cours du fonds de commerce du bar ou du restaurant ne vaudra pas grand-chose. Et donc, comme il sera en chute libre, vous pourrez acheter un établissement que vous n'auriez jamais pu acheter à un autre moment. Mais attention, si vous l'achetez trop tôt, vous ferez faillite de la même manière et vous perdrez tout. Donc, finalement, dans ce qui peut paraître abject, il y a aussi une forme de justice. Donc, crise égale opportunité. Et attention, ça veut dire prendre des risques. Là, on parle de risque. Donc, c'est comme ça aussi qu'on se prépare. Donc, on se prépare en essayant de comprendre où vont être les opportunités et de saisir et d'être capable de saisir ces opportunités. Comment on se prépare ? On se prépare également en gérant sa localisation. Je vous parlais de l'ingénieur en région parisienne qui est là et qui est en train de perdre son boulot et puis qui a son immobilier qui est très cher, qui a un crédit qui est très élevé. Est-ce que c'est pas le moment de penser le télétravail, de penser de vendre la ville qui est très chère pour acheter la campagne ou les petites villes qui sont beaucoup moins chères? Et je vends aujourd'hui à 12 000 euros le mètre carré en région parisienne, et puis je rachète à 1 500 euros le mètre carré à Reims, à Rouen, et je suis à 1 heure de Paris en train quand j'ai besoin d'aller travailler. Voilà. Donc là, vous avez aussi un autre volet, par exemple, et une autre idée, une autre piste de réflexion sur ce que ça signifie que de se préparer à titre individuel. À titre individuel, pensez également, par exemple, ce sera ma dernière piste comme ça de réflexion, on a plein d'autres, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est penser l'orientation de ses enfants. Combien vous avez aujourd'hui de parents qui sont anxieux pour eux, parce qu'ils ont 50 ans et que à 50 ans, c'est l'âge où on se fait virer. Donc, ils sont anxieux pour eux, mais ils sont encore plus anxieux parce qu'en plus, ils ont des enfants de 18 ans. Parce que quand on a 50 ans, globalement, on a un gamin de 20 ans, quoi, entre 15 et 20 ans. Donc, on a non seulement peur et l'anxiété de se faire virer, mais en plus, on a la peur et l'anxiété que le gamin ne trouve pas de travail. Donc, vous imaginez un petit peu la tension
Encore une fois, vous parlez de suicide et vous imaginez l'anxiété des gens, le mal-être psychique, l'insécurité dans laquelle des millions de nos concitoyens peuvent se trouver. Et plus ils ont d'enfants, plus ils ont de familles, etc., plus ils ont l'anxiété pour ce qu'ils aiment. Et puis je vous raconte pas, quand vous avez 50 ans et que vous avez la grand-mère qui en a 80, eh ben vous avez super peur en plus qu'elle attrape le Covid. Donc tout ça, c'est extrêmement anxiogène. Alors comment j'oriente mon gamin? Et quelles sont les règles de l'employabilité? Et donc je vous donne moi ma petite équation de l'employabilité pour tous les parents qui seront confrontés à ça. C'est emploi, E, égale non délocalisable, plus, ça doit être non délocalisable, plus non robotisable, plus non informatisable. Un emploi, il doit répondre à ces 3 critères. Ça doit être non délocalisable, mon job doit être non délocalisable. Mon job, ma compétence, mon savoir-faire, ça doit être non délocalisable, non robotisable, non informatisable. Je suis chauffeur Uber, je suis robotisable et informatisable. D'accord? C'est la voiture autonome. Chauffeur Uber, c'est pas un bon business. Là, maintenant, tout de suite, ok, super, profitez, faites, très bien. Mais à terme, c'est pas un bon business. Vous ferez pas encore 30 ans en tant que chauffeur Uber. Parce que Uber, ils ont commandé pour 2021 et 2022 les nouvelles Mercedes. Ils avaient passé un contrat il y a 3 ans pour 150 000 Mercedes et BMW autonomes. D'accord? Donc, ils remplaceront. Voilà. Chauffeur routier, c'est pareil. À un moment donné, pas un bon business. Ça sera informatisable et robotisable. Voilà. Donc, vous cherchez des métiers et des compétences qui répondent à ces 3 critères-là. Et si votre métier ou votre compétence, ce vers quoi vous voulez orienter votre enfant, répond à ces 3 compétences, ça se passera plutôt bien. Il y a un sujet qui revient régulièrement sur la table, un sujet que vous connaissez bien, le fameux grand reset. Charles Sana, à quoi faut-il s'attendre? Le Covid-19 n'est-il pas l'accélérateur de ce fameux grand reset? C'est l'accélérateur de ce fameux grand reset. Oui, incontestablement. À quoi il va ressembler? Je pense que même les grands resetteurs de la planète n'en ont pas les contours exacts. Le grand reset, bon, moi j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs, l'un de mes prochains dossiers va être à nouveau consacré là-dessus, parce que notamment le Times Magazine avait fait tout un dossier à ce sujet-là, etc., etc. Donc ça va être l'occasion d'en reparler parce qu'il y a d'autres éléments, mais aujourd'hui, le grand reset, c'est plus un processus qu'un moment précis. Et le grand reset, à mon sens, ne peut pas advenir pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que le grand reset, pour donner des marqueurs temporels à ceux qui nous écoutent, le grand reset, il n'a de sens qu'une fois que la situation sanitaire est derrière nous, enfin le problème sanitaire est derrière nous. Tant que nous sommes confrontés au problème sanitaire, vous n'avez aucun intérêt à faire une grande réinitialisation pour la simple et bonne raison, c'est que l'une des grandes composantes de cette grande réinitialisation, de ce grand reset, ce sera évidemment le reset monétaire. Parler tout à l'heure fait que ça coûte beaucoup d'argent. On va aller jusqu'au bout de la destruction des monnaies. Donc, on ne réinitialise que quand on a saccagé définitivement sa propre monnaie. On en fait une nouvelle que quand on est allé au bout du bout du bout du bout. Et on n'y est pas aujourd'hui au bout du bout du bout du bout. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer, on va dépenser tout ce qu'il faudra dépenser. Et puis, de toute manière, à la fin, il y aura ce grand reset monétaire, cette grande réforme monétaire qui est de toute manière inéluctable. Et vous aurez une monnaie mondiale, un crypto-euro, un euro digital, une CBDC quelconque, les CBDC pour les monnaies digitales de banque centrale. Voilà, peu importe la forme qu'il prendra. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, vous aurez une grande réinitialisation monétaire parce qu'on sera allé au bout de la destruction de nos monnaies par création monétaire. Parce que je rappelle tout de même, au passage, qu'aujourd'hui, on paye avec de l'argent qui n'existe pas. Nous payons avec de l'argent
qui n'existe pas. Donc, nous créons de l'argent. La Banque centrale crée cet argent. La Fed, la Réserve fédérale américaine crée cet argent. Toutes les banques centrales font la même chose. Donc, on est en train de saccager toutes les monnaies actuelles. Donc, à échéance 5 à 10 ans, vous allez avoir évidemment un énorme problème monétaire. Alors, est-ce que le reset va avoir lieu en 2021, le 14 janvier à 15h02 ? Je ne pense pas. Voilà. Alors, je peux évidemment complètement me tromper. Je ne suis détenteur de strictement aucune vérité. En revanche, mon analyse de la situation, ce que j'ai pu lire, le bouquin de Schwab, notamment, qui est Klaus Schwab, qui est ce que j'appelle l'homme des hommes de Davos. Klaus Schwab, quand on lit son bouquin, c'est hyper nébuleux quand même. Hein. Alors, vous avez deux manières de voir. Soit c'est nébuleux parce qu'ils n'ont aucune idée réellement de comment faire, soit c'est nébuleux parce qu'ils veulent surtout pas vous dire comment ils vont faire. Moi, aujourd'hui, mon analyse, je ne peux pas affirmer une certitude dans un sens ou dans un autre. J'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir pencher d'un côté ou de l'autre. Les deux hypothèses sont aussi probables l'une que l'autre. Donc voilà. Alors après, ce qui est sûr, c'est que quand bien même ils sauraient exactement, très précisément le reset qu'ils veulent faire, le moment pour le faire doit correspondre à une logique de situation. Et la logique de situation, c'est que vous n'allez pas, par exemple, faire un reset monétaire avec la mise en place de nouvelles monnaies, si c'est pour juste une fois que vous avez remis en place de nouvelles monnaies, à nouveau faire des nouvelles dettes et imprimer de la monnaie nouvelle comme des petits cochonnous parce que la crise sanitaire n'est pas terminée et que les restos sont toujours fermés et que les sociétés sont toujours zombies, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence quand même dans la mise en œuvre du grand reset. Donc, moi, j'ai entendu, j'ai vu, lu, croiser des rumeurs sur un grand reset en janvier 2021. Moi, je pense que c'est pas en cohérence avec la dynamique de la situation telle qu'elle se visualise. Si vous me dites en janvier 2021, tout le monde est vacciné, le Covid n'existe plus, il a disparu, et on apure les dettes avec un grand reset plutôt le 1er février, je dis ok, pourquoi pas. Mais personne ne sera vacciné en janvier, on n'aura pas le recul sur les vaccins, les études scientifiques n'ont toujours pas été diffusées. Et pour tout vous dire, je me demande même si cette histoire de vaccin, c'est pas pour allumer une lumière dans un tunnel et faire croire que vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. Sauf qu'en fait, c'est juste une ampoule qui est allumée 200 mètres plus loin. Et c'est loin d'être le bout du tunnel, en fait. C'est juste une lumière dans le tunnel. Mais ça, vous le comprendrez que dans 6 mois. Mon analyse de la situation m'incite à penser que le sketch de la vaccination actuelle correspond plutôt à une lumière au milieu du tunnel qu'à la lumière qu'on verrait au bout du tunnel. Voilà. Je pense que derrière, en fait, on a une très très belle stratégie de communication et ça, c'est ma conviction profonde. Au risque, encore une fois, de me tromper complètement. Mais ça me gêne pas de me tromper complètement. Je fais des analyses et donc quand on fait des analyses, on prend forcément un certain nombre de risques intellectuels. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me semble le plus probable. Il y a trop d'incohérences sur scientifique, sur l'absence de recul, sur le fait de vouloir automatiquement déjà parler d'un truc obligatoire alors qu'en fait, on sait même pas si le truc il marche. Enfin bon, c'est tellement surréaliste comme situation qu'en fait la seule explication crédible et cohérente, c'est que c'est introduire un espoir à un moment donné où les gens en ont besoin et de leur dire non mais regardez, ça va aller mieux demain. Du moins je l'espère. En tout cas, c'était déjà ce que je vous disais hier, comme dit une chanson de Benabar, me semble-t-il. Charles Sana, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations en description. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et de cliquer sous la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement. Et n'oubliez pas, le plus important, restez libre.